Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il y a un an, la guerre en Ukraine bouleversait l'équilibre mondial. À l'occasion de ce triste anniversaire, nous ferons le bilan et nous reviendrons notamment sur la façon dont on a raconté ce conflit pendant un an. Anthony Lebos, reporter sur BFM TV, est l'invité du Grand JT. En deuxième partie d'émission, nous recevrons le rappeur Félure, ancien professeur de philosophie, qui sort un nouveau clip avec son acolyte Andro. Le titre s'appelle « Enfant joue seul », titre qui aborde le sujet des neurodiversités. Il sera avec nous en plateau. Enfin, comme tous les vendredis, on donne la parole aux enfants dans le Grand JT. Et cette semaine, on parle du passage à l'âge adulte. Ça fait quoi d'avoir 18 ans? Mais avant cela, place à l'actualité en bref avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce tour de l'actualité avec une remise en cause de l'expertise psychiatrique dans l'affaire de l'assassinat d'Agnès Lassalle. Oui, hier, l'expertise psychiatrique a permis de déclarer que le jeune homme à l'origine de l'assassinat était accessible à la responsabilité pénale. En clair, il a été mis en examen pour assassinat. Au micro de BFM TV, son avocat a contesté cette décision. Il remet totalement en cause cette expertise. Il explique que son client est victime d'un mal-être sous-jacent qui a été verbalisé par le passé. Il parle de l'expertise psychiatrique comme un examen sommaire qui fait l'impasse sur une tentative de suicide et sur des prescriptions médicales. Il se dit même effaré et il va plus loin. Il remet en cause l'expert en disant qu'il a un expert. Il explique, nous avons un expert qui émet un jugement de valeur que d'habitude on ne fait jamais. Et je le disais, le jeune a été mis en examen pour assassinat. Justement, interrogé sur les moyens mis en place pour la santé psychiatrique des élèves, le ministre Pap Ndiaye a mis en avant une hausse des recrutements de psychologues dans l'éducation nationale. Oui, effectivement, interrogé par France Bleu sur cette affaire et sur les possibilités psychiatriques sous-jacentes, Pap Ndiaye a renouvelé sa volonté de voir une augmentation des personnels infirmiers et psychologues de l'éducation nationale. 20%, c'est la hausse qu'il va aller avoir de ces personnels. Pap Ndiaye explique, cette question de la situation psychiatrique générale de nos élèves est posée plus particulièrement depuis la crise sanitaire. Le ministre a également annoncé une augmentation du temps de formation de ces professionnels. Autre information, lutter contre les inégalités sociales passerait par une modernisation de l'orthographe, selon l'Observatoire des inégalités. Effectivement, l'orthographe française fait partie des plus difficiles au monde. Voilà le constat qui a été effectué par l'Observatoire des inégalités. Les éléments qui posent le plus souvent problème, ce sont les accords et la conjugaison. Le souci repose sur le caractère muet de certaines marques grammaticales dans les colonnes de l'Observatoire des inégalités. Christophe Benzitoun, linguiste, explique par exemple le S de inquiet et le ENT de demander ne se prononcent pas alors que ces marques occupent une place fondamentale. Il faut savoir que les élèves scolarisés dans des classes de CM2 de milieux défavorisés font en moyenne 40% d'erreurs de plus que ceux de zones favorisées. Quelles sont les pistes proposées par cet observatoire pour remédier à cette situation? La première, c'est changer des méthodes pédagogiques, arrêter la dictée pour faire plus d'analyse des erreurs et comprendre davantage d'où viennent les erreurs. Deuxième piste, envisager, simplifier l'orthographe en généralisant par exemple le S pour tous les pluriels des mots. Et justement, toujours sur cette thématique des inégalités sociales, Pap Ndiaye souhaite une augmentation du nombre d'élèves boursiers dans le privé. Effectivement, au micro de France Culture, le ministre a continué à dérouler sa feuille de route dans la thématique de la mixité sociale et de la mixité scolaire, l'un des grands chantiers dont il avait parlé pendant les vacances de décembre. Ouverture de classes d'excellence et de sections internationales dans des collèges défavorisés, création de binômes au sein de même territoire entre des collèges favorisés et des collèges défavorisés, et donc une augmentation du nombre de boursiers dans le privé sous contrat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% d'élèves boursiers dans les écoles privées sous contrat. Le ministre a expliqué, nous sommes en échange avec l'enseignement privé sous contrat pour parvenir, je l'espère, à un protocole d'accord par lequel il s'engagera dans une démarche qui augmentera la proportion de boursiers dans les établissements concernés. Merci Guillaume. Il y a tout juste un an, la guerre en Ukraine bouleversait l'équilibre mondial et à l'occasion de ce triste anniversaire, nous sommes ravis de recevoir Anthony Lebos, journaliste sur BFM TV.
Nous fêtons aujourd'hui un triste anniversaire, celui de la guerre en Ukraine. Il y a tout juste un an, le 24 février 2022, la Russie débutait son attaque contre l'Ukraine. Surgit alors dans le même temps une guerre contre l'information, une guerre de l'information, ou devrais-je dire de la désinformation. Un fléau que l'on ressent dans tous les domaines, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux, mais qui n'est absolument pas nouveau. On va en parler ensemble. Anthony Lebos, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à BFM TV. Cette guerre, vous l'avez suivie de l'intérieur, puisque vous avez été en Ukraine, et ce, dès le début du conflit. Un an de conflit, je le disais aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps ? À vrai dire, non. Parce qu'au tout début de la guerre, on nous disait que l'Ukraine allait tomber en 4 jours. En tout cas, c'est ce que les Ukrainiens nous disaient, c'est ce que les médias occidentaux disaient aussi au début de la guerre, quand on avait pris l'avion avec mon collègue Maxime Deveau. On ne savait pas à quoi s'attendre. On pensait que les troupes russes allaient envahir la totalité de l'Ukraine. Et finalement, elles sont tombées sur un os. On peut le dire comme ça, parce qu'elles n'ont même pas réussi à conquérir tout le Donbass. Elles n'ont pas réussi à conquérir Kiev. Elles sont restées aux portes de Kiev. Et ce qui nous a frappé, au fond, c'était cette solidarité, cette résilience de toute la société ukrainienne qui a permis, au fond, que l'Ukraine ne tombe pas en 4 jours, comme beaucoup disaient et comme beaucoup le prévoyaient et le prédisaient. Il y a un an, vous partez donc sur le front pour rendre compte des faits, de l'enfer des tirs, des bombardements qui sont extrêmement nourris, très vite, tout de suite. Comment vous avez fait déjà pour vous protéger ? J'aimerais qu'on comprenne ce qu'est le quotidien d'un journaliste, jeune comme vous l'êtes. Vous avez quel âge, Anthony ? J'ai 25 ans. 25 ans. Vous partez donc sur le front en Ukraine. Est-ce que vous avez eu peur ? Bien sûr, et heureusement que j'ai eu peur. Il ne faut pas partir comme ça, comme un va-t-en-guerre, en se disant que rien ne peut nous arriver. Bien au contraire, il faut être conscient des risques. Il faut aussi prévenir sa famille et que cette famille-là soit consciente des risques aussi, parce qu'on envoie un enfant sur un terrain de guerre, donc c'est quand même dangereux. Pour rappeler le contexte, cette guerre a presque surpris tout le monde, même si beaucoup disaient qu'elle pouvait survenir. Elle a surpris tout le monde à tel point que Maxime et moi, mon collègue à l'époque, on ne savait même pas comment utiliser un gilet pare-balles. On a appris à porter un gilet pare-balles la veille du jour où on allait franchir la frontière en Ukraine. Qui vous a aidé ? L'équipe sur place de BFM ? Qui nous a aidé ? Qui vous a en fait expliqué comment ça fonctionnait ? Nous-mêmes, à vrai dire. Nous-mêmes, on s'est retrouvés dans cette chambre d'hôtel avec Maxime, avec nos gilets pare-balles sur les lits. Alors certes, on avait eu une petite formation juste avant de partir pour la Pologne avec BFM TV pour nous donner quelques outils, quelques moyens pour nous protéger sur place, mais sur le moment, on s'est retrouvé dans cette chambre d'hôtel à apprendre le plus rapidement possible à mettre ce gilet pare-balles en cas de danger, donc la veille du jour où on a franchi la frontière. Sur place, on est peu protégé au fond, parce qu'on ne sait pas quand une bombe peut tomber. On a seulement des alertes, des sirènes d'alerte à la bombe qui résonnent tous les jours, tous les soirs, à 3h45, je me rappelle, on se réveillait tout le temps à chaque fois et on allait dans ces bunkers pour aller se protéger. On est peu protégé au fond, parce qu'on est toujours pris par surprise. Et c'est à ça aussi qu'il faut s'entraîner, c'est à l'imprévu. Le terrain de guerre, c'est l'imprévu, c'est la surprise. Et il faut avoir peur, bien sûr, justement pour avoir tous ces réflexes-là au bon moment. Mais alors l'imprévu, la surprise, ça veut donc dire que, pour que l'on comprenne bien ce qu'est être journaliste sur un terrain de guerre, on est en reportage sur une zone de guerre, c'est 24 heures sur 24 en alerte ? C'est 24 heures sur 24. En alerte de sécurité et en alerte d'information ? Bien sûr, on est tout le temps rivé sur nos téléphones portables et en même temps aussi, on doit évaluer le terrain dans lequel on opère et dans lequel on travaille. Notre outil de travail, bien sûr, c'est le téléphone portable. Vous parliez des informations parce qu'il y a beaucoup de boucles sur l'application Telegram qui ont été créées, et y compris par les autorités ukrainiennes, pour chaque région, pour chaque ville, pour chaque petite commune de ces régions d'Ukraine, il y a des boucles Telegram où les autorités envoient des informations aux journalistes. Alors bien sûr, on pourra parler aussi de l'information, de la désinformation. C'est une bataille de communication, bien sûr. C'est dur de trouver et de chercher la vérité en zone de guerre parce que c'est une bataille de communication de part et d'autre. Nous, finalement, on s'en tient aux faits quand ils sont avérés, quand ils sont vérifiés. Le meilleur moyen de les vérifier, c'est le terrain. C'est le terrain, et donc ça veut dire aussi les hommes et les femmes que vous avez rencontrés à ce moment-là sur le terrain. Dans quelle ville précisément vous avez été ? Alors la première fois, je suis allé à Lviv. Peut-être que maintenant on comprend un petit peu et on connaît la carte géographique de l'Ukraine, mais Lviv, c'est la ville qui est la plus proche de la frontière polonaise, à l'ouest, oui, qui n'a pas été occupée par l'armée russe. Alors elle a été bombardée à partir du 14 mars, qui était en fait le jour de notre départ. Et puis ma deuxième mission s'est déroulée à Kiev, à la capitale. À Kiev, où les troupes russes, pareil, n'ont pas réussi à y pénétrer parce que c'était une forteresse très bien gardée. Et on a pu faire 1001 reportages là-bas avec notamment les soldats de la défense territoriale d'Ukraine et de Kiev
qui protégeait au fond l'arrivée des troupes russes depuis la Biélorussie et aussi de l'Est. Ces moments-là, c'est évidemment rendre compte des faits, de l'information, c'est vous protéger, c'est aussi des rencontres tout simplement humaines que vous faites, parce que vous êtes au cœur de cette guerre, mais aussi vous découvrez le quotidien de ces Ukrainiens qui sont là, perdus évidemment, complètement atterrés, angoissés, terrifiés par ce qui se passe. Et il y a forcément un lien qui s'opère. On va voir les photos d'Ukrainiens que vous avez rencontrés, qui vous ont accueillis chez eux aussi. Absolument. C'était notamment le cas de Svitlana, qui était notre fixeuse. Donc, que j'explique bien, la fixeuse, c'est une personne qui, sur le terrain, va nous accompagner. C'est à la fois notre ange gardien, notre interprète, notre... Là, c'est l'enfant de Svitlana. C'est qui? Ça, c'est un enfant qui s'appelle Nikon, que nous avons rencontré dans un centre humanitaire à Lviv, qui était en fait un musée de plus de 900 mètres carrés, qui a été complètement transformé en centre humanitaire. Et ce garçon que vous voyez là, avec le micro BFM TV, qui m'a piqué comme ça ce jour-là, eh bien, avait subi à Kiev un bombardement alors qu'il était avec sa mère dans la gare de Kiev pour fuir la guerre et fuir les bombardements. Et donc on l'avait retrouvé dans cette gare et dans ce centre humanitaire-là parce que sa poussette était cassée et que sa mère voulait la changer. Donc c'était voilà, plein de rencontres marquantes. Et au fond, Virginie, on enlève parfois sa casquette de journaliste et parfois on pleure aussi avec les gens parce qu'on est des humains comme tout le monde. Et c'est parfois en fait dur d'avoir autant d'émotions. On n'est pas habitué en fait à avoir en face de nous autant de désespoir et autant de détresse. Donc oui, parfois on casse un peu l'armure. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait avoir un soutien psychologique en amont lorsqu'on est journaliste, justement, reporter de guerre, pour pouvoir vivre ces moments-là et pour pouvoir aussi rapporter l'information la plus neutre possible? Bien sûr, et il est nécessaire ce suivi psychologique. D'ailleurs, BFM et même tous les autres médias ont mis en place des soutiens psychologiques, alors parfois en présentiel avec des personnes dont c'est leur métier, mais aussi avec des appels téléphoniques. Moi, j'ai bénéficié de ces appels téléphoniques-là. Il fallait mettre des mots sur ce qu'on a vécu et c'est ce qui nous permet, au fond, de mieux raconter cette histoire, d'être plus clair aussi dans nos analyses et dans nos papiers aussi que l'on relate. C'est très important parce que, à mon retour de ma première mission en Ukraine, un exemple, mais je me réveillais tout le temps dans la nuit, pareil, à 3h45, parce que je pensais qu'il y avait une sirène d'alerte à la bombe, alors que pas du tout. C'était juste la clim ou je ne sais quel autre bruit qui fonctionnait. Quand je voyais un immeuble qui était un petit peu sombre, je me disais tout de suite qu'il était bombardé. Donc c'est important aussi de remettre un peu les pieds sur terre, et ce suivi psychologique est très précieux pour nous. J'imagine. On en parlait, hein, l'information, ça veut dire aussi désinformation. On le voit au quotidien en France, où pour l'instant, nous avons la chance d'être épargnés par la guerre dont on parle les Ukrainiens. Mais cette guerre de l'information aussi est chez nous, est en Europe, et partout dans le monde, et de la désinformation qui va avec, et notamment avec les réseaux sociaux. Quand on est journaliste, reporter, je le suis aussi, je ne suis pas reporter de guerre, mais je suis journaliste aussi, on sait qu'on peut être pris par cette fameuse course à l'information, cette course aux news, absolument, au buzz. Vérifier l'information lorsque vous avez démarré, alors vous êtes jeune journaliste, mais vous avez démarré tôt et de manière assez intense, je le vois. Est-ce que c'est la première question qu'on se pose? Vérifier systématiquement ses sources. Mais la première règle, c'est de ne pas se précipiter sur une information. Un exemple très concret à vous donner. On était à Kiev, c'était aux alentours de la mi-mai. On apprend un petit peu partout sur les boucles Telegram qui, au fond, ne sont pas des sources d'informations fiables tant qu'elles ne sont pas gérées par des autorités, etc. Bref, on apprend sur plusieurs boucles qui ne sont pas officielles et vérifiées qu'il y a eu une explosion au nord de Kiev qui a touché une base militaire. Évidemment, on ne va pas tout de suite balancer et raconter cette information. Le but étant de pouvoir vérifier qui a été touché, qui a envoyé cette bombe, est-ce qu'elle a déjà bien eu lieu, cette explosion-là, qui a été touchée, quel en était le destinataire, les causes, etc. Donc il ne faut pas se précipiter parce que sinon on va tomber dans une sorte de cercle vicieux de désinformation. Et qu'est-ce qu'on va raconter au fond? On va raconter que des rumeurs, que des on-dit? Non, c'est pas du tout ça. Notre métier, c'est de raconter des faits. Sauf que je vous le disais, c'est difficile d'avoir des faits avérés parfois en terrain de guerre parce que chacun va devoir défendre un bout de chiffre, un autre va donner d'autres informations qui parfois peuvent se trouver contradictoires. D'autant que les informations, elles peuvent venir à la fois de la population, absolument, à la fois des militaires, à la fois des journalistes sur place et des équipes aussi, j'imagine, en amont ici, de BFM qui vous aident dans votre parcours. Absolument, parce qu'il y a une grande solidarité aussi avec les journalistes. Il y a dans plusieurs villes d'Ukraine des centres des médias qui ont été mis en place et qui permettent justement d'échanger des informations qui sont recoupées, qui sont vérifiées pour pouvoir ensuite les relater.
Et c'est ce qui nous a permis, au fond, que ce soit dans la première mission ou dans la deuxième à Kiev, de pouvoir à chaque fois faire des papiers qui étaient factuellement irréprochables. Après, effectivement, c'est toujours difficile de jauger de la véracité ou pas d'une information. Un exemple, mais quand on va par exemple à 30 km de Kiev, qu'on sillonne les endroits où tout a été ravagé, où à chaque fois il y a eu les mêmes histoires de torture, de viol, de captivité. On n'a pas de preuve, nous, en tant que journalistes, qu'il y a eu de la torture qui s'est passée dans cette cave. Donc on s'en tient au témoignage de cette personne-là, qu'on raconte, bien sûr. En disant que c'est un témoignage. Bien sûr que c'est un témoignage, qu'elle provient de cette personne-là qui dit avoir vécu cela. Et on essaye de remettre ça aussi dans le contexte pour donner tous les éléments d'information et pas tomber dans une désinformation, mais pour donner toutes les clés en fait, de compréhension aux téléspectateurs, à l'auditeur ou au lecteur. Alors, on parle d'un témoignage et on parle d'une guerre finalement entre deux pays, mais effectivement, ce n'est pas que deux pays, hein. C'est aussi des groupes, des villes différentes, des régions qui sont plus ou moins attenantes et proches du front, exactement. Couvrir une guerre comme celle-ci avec des informations donc, contradictoires, que ce soit du côté russe ou du côté ukrainien, ça demande un travail titanesque, bien sûr, dans une rédaction. Comment vous êtes organisé chez BFM TV ? En deux manières. La première, c'est évidemment le terrain. C'est la source du témoignage, c'est les images, c'est la narration, c'est l'émotion qui nourrit le récit. Et puis bien sûr le plateau, parce qu'on invite évidemment des experts et on a des éditorialistes de la chaîne. Je pense à Ulysse Gosset, je pense à Patrick Sauce qui ont eux-mêmes, je pense à Patrick Sauce par exemple, qui a lui-même couvert par exemple la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014 et qui connaît le terrain comme sa poche. D'ailleurs les documentaires, pardon, je me permets de le dire, mais ils sont absolument fantastiques de BFM TV. De Ligne Rouge. De Ligne Rouge, qui sont extraordinaires et que je vous conseille de suivre pour justement bien comprendre à la fois ce qui se passe en Ukraine, évidemment et Russie, mais aussi partout dans le monde parce que ça ne concerne pas que ces événements-là. C'est sympa de le souligner et on invite en plus de ces éditorialistes politiques internationaux des experts qui sont par exemple comme Sylvie Berman, qui est une diplomate, Michel Goya, qui est un ancien colonel, le général Pellistrandi aussi, qui connaissent le terrain, qui savent ce qu'est une guerre et qui savent aussi ce que sont des négociations diplomatiques. C'est ça qui a une vision plus large et plus géopolitique aussi. Absolument. C'est la prise de recul en fait. Nous, on apporte la matière brute en tant que reporter, je pas en tant que reporter, on apporte la matière brute, les témoignages, les images et eux apportent le recul, l'analyse, les explications à partir de ce que nous apportons. Donc tout ça, on le voit, est très complémentaire. Cette désinformation dont je parlais, elle est attribuée à la fois à la Russie et à l'Ukraine. Je me permets de le dire parce que c'est le cas pour les deux pays. Alors c'est contesté. C'est une guerre de communication. Mais c'est une guerre de communication. On a même appelé ça la fameuse première guerre de TikTok, mais on va en parler juste après. Avant cela, comment est-ce qu'on fait pour faire le tri entre les informations qui viennent de Russie et d'Ukraine et qui évidemment sont biaisées car elles ne sont pas estampillées dès le départ, clairement? Ce qui est un signe de véracité pour nous, journalistes, ce sont les suivis des médias occidentaux. Je pense à la BBC, je pense à CNN, je pense aussi à d'autres de nos confrères ici en France. Je pense aussi aux agences internationales qui sont très importantes. AP aux États-Unis, Reuters en Angleterre, et puis l'AFP, l'agence France-Presse en France, qui sont au fond la preuve que cette information est vérifiée. Donc, on peut la donner parce qu'elle a été recoupée, vérifiée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment notre base de travail. Oui, il faut comprendre pour ceux qui nous suivent, effectivement, que ces agences-là, l'AFP, Reuters et AP, ce sont des agences qui permettent aux journalistes de prendre des bases de travail pour pouvoir après effectuer leur papier, travailler et rédiger leur papier. Ça, c'est une source extrêmement importante pour nous sur le terrain parce que finalement, ça nous rassure de savoir que cette information-là a été vérifiée et que donc, ensuite, on peut la relater. Ensuite, il y a d'autres canaux d'information, bien sûr, qui sont propres à chaque reporter sur place, via l'aide, par exemple, de nos fixeurs, je vous le disais, nos intermédiaires sur le terrain, qui ont des contacts directs avec l'armée, avec des autorités aussi. Donc, ça nous permet d'avoir aussi un lien direct et ne pas forcément attendre la confirmation de tel ou tel média. Donc, on essaye finalement d'activer tous ces canaux-là, d'activer tous ces réseaux-là. C'est ce qui nous permet, au fond, d'avoir plusieurs sources de vérification pour ensuite relater l'information. Les techniques utilisées pour tromper, j'aimerais en parler quand même parce qu'en fait, je crois que ça peut intéresser à la fois ceux qui suivent ce conflit, mais aussi tous ceux simplement qui se posent des questions sur Internet par rapport à la pandémie, au Covid ou autre. On a parlé des techniques, par exemple, de contenu sorti du contexte ou alors de photomontage. Qu'est-ce que vous avez d'autre en tête ? J'ai en tête ce qu'on appelle le deepfake. Ouais. Le deepfake, c'est un montage vidéo où, par exemple, on va prendre votre visage, Virginie, et on va vous faire dire n'importe quoi, ou du moins on va vous faire répéter ce qu'aurait dit quelqu'un, par exemple le président russe. Ça, c'est ce qu'on appelle le deepfake, et on pourrait croire, au fond, que cette déclaration vient de vous. Oui, tellement c'est bien fait, tellement c'est bien réalisé. Tellement c'est bien réalisé. Donc ça, c'est d'ailleurs ce que je vois parfois sur TikTok, parce que je
suis mis sur TikTok cette année, et je vois qu'il y a beaucoup de désinformation ici, mais anecdote, avec d'autres collègues, on s'était rendu dans un lycée dans le Val d'Oise avec des étudiants, et ils nous disaient d'abord s'informer que par TikTok. Et on leur avait soumis une vidéo de TikTok qui concernait la guerre en Ukraine, où on voyait une sorte d'éclair, d'explosion, et le texte sur cette vidéo TikTok, c'était « L'Ukraine bombarde la Russie ». Et avec eux, on a réussi à débunker, donc à montrer que cette vidéo était fausse, que c'était un montage et que c'était de la désinformation qui venait d'un sombre compte dont on ne connaissait vraiment pas la provenance ni de quelle manière vous avez débunké? Tout simplement en regardant, on peut faire par exemple une sorte de capture d'image. Ouais. Ensuite, cette image-là, on peut essayer de la copier-coller sur Google. À partir de cela, on peut identifier l'année, le lieu de prise de vue de cette vidéo-là. Et on voyait bien que le lieu n'était pas du tout la Russie, c'était au fond un territoire qui était en Ukraine. Donc cette vidéo a voulu dire en fait que l'Ukraine attaquait le sol de la Russie, peut-être en vue d'une escalade, ce qui était faux. Donc à partir de tous ces outils-là, je les ai pas en tête, mais je me souviens de... Mais ça a été recensé, hein, on le voit beaucoup en fait quand on tape sur Google tout simplement et qu'on regarde les fake news par rapport à la guerre en Ukraine et en Russie, et même sur Wikipédia d'ailleurs, sur la désinformation entre cette guerre-là, on voit tout ce qui est listé avec précisément telle date, telle information qui aurait été en fait complètement fausse, et on retrouve par exemple les plaques d'immatriculation qui dataient de 3 ans auparavant, des photos qui dataient d'un autre conflit qui était ailleurs, enfin des choses qui étaient tout à fait très raisonnées et très expliquées. Mais d'ailleurs, on peut voir que depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, beaucoup de rédactions ont mis en place cette cellule de fact-checking, donc de vérification de l'information. Nous-mêmes, à BFM TV, on a une émission qui s'appelle « À l'épreuve des faits » qui est diffusée tout le samedi et qui, justement, parle de cette vérification d'information. Je sais que d'autres médias aussi en France l'ont. Donc c'est à quel point on revient aussi aux racines et à l'essence même du travail de journaliste, c'est-à-dire la vérification de l'information et de ne pas tomber dans cette course à l'échalote, de cette désinformation-là qu'on peut trouver partout sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, tout le monde muni d'un téléphone peut se dire un journaliste. En fait, non. Oui, c'est ça. En fait, non. Et c'est bien de le préciser. On parlait donc du réseau social chinois, TikTok. C'est un réseau qui joue un rôle très important dans cette guerre de l'information. C'est même l'un des principaux vecteurs de fausses nouvelles sur la guerre, notamment issus de médias qui défendent les intérêts du Kremlin. En tout cas, c'est comme ça que c'est apporté. Est-ce que les jeunes que vous rencontrez, à la fois sur place, donc qui vivent cette guerre au quotidien, mais aussi ceux qui sont en France, ont conscience de ça? Je dis les jeunes, finalement, c'est vos camarades, vos copains, parce que vous avez 25 ans, Anthony Lebos. Oui, bien sûr. Alors, les jeunes, même les plus jeunes que moi, qui ont entre 10 et 20, sont sur TikTok. Beaucoup. Ils ont délaissé Facebook. Ceux qui ont des smartphones, ce n'est pas tous les Français. Bien sûr. Voilà. Ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils ont même délaissé Facebook, etc. Donc, bien sûr que les grandes puissances qui veulent maîtriser aussi cette guerre de l'information vont activer tout ce qui est possible et tout ce qui est dans leur possibilité pour s'impliquer davantage sur ce réseau-là et diffuser leur propagande. Après, sur le terrain en Ukraine, moi je me souviens avoir discuté avec plusieurs jeunes. Eux, finalement, ils regardaient beaucoup la télévision parce que c'était la télévision qui permettait de retranscrire exactement les propos en période de guerre des autorités pour avoir des informations qui étaient toujours vérifiées au front comme à l'arrière. Mais comment ils savaient que c'était vérifié? C'était des informations qui étaient apportées aussi... Ou du moins, effectivement... Par la chaîne d'État ukrainienne. Apportées par la chaîne d'État ukrainienne, sourcées avec la présidence. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les jeunes ont conscience de l'influence du réseau TikTok et donc de l'influence aussi qui peut être dans la désinformation? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et c'est d'ailleurs tout notre boulot, en fait, d'aller les voir et de leur dire, regardez, TikTok peut être une source de désinformation. Bien sûr qu'il y a des médias qui sont là, comme CNN, je sais, BBC, même BFM TV sur TikTok, pour essayer d'investir ce réseau social-là et de relater des informations qu'ils ont vérifiées. Mais quand ils voient une vidéo, parfois ils peuvent aussi tomber dans le panneau très facilement, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réflexes que nous, notre génération a, pour savoir quel est un média qui est fiable et qui permet d'avoir une véracité d'information. Donc c'est à nous journalistes, d'aller les voir et de leur expliquer pourquoi TikTok est parfois un danger pour la désinformation. Alors, c'est assez étonnant ce que vous dites parce que à la fois c'est une réalité par rapport à TikTok et en même temps, lorsque l'on propose certains cours d'histoire, qui sont des cours d'histoire qui font partie du programme scolaire des établissements en France, certaines périodes de l'histoire sont remises en cause dans certaines classes, certains établissements, par certains élèves. Ce qui veut donc dire qu'il y a un problème aussi de révisionnisme que l'on peut voir et aussi à l'occasion... évidemment, de cette guerre en Ukraine, on en parle
il y a des propos révisionnistes de certaines périodes qui ne seraient pas arrivées, de certains faits qui ne seraient pas arrivés. Est-ce que, à l'heure où ces sources d'informations sont multiples, ou à l'heure où on voit ça tout le temps, est-ce que c'est une réalité que vous avez pu aussi constater au jour le jour depuis le début de cette guerre, depuis un an? Oui, en France particulièrement, bien sûr, parce qu'il y a tellement un flot d'informations que parfois les gens n'ont pas tout de suite le réflexe de faire le tri, ni même de chercher dans leur mémoire ce qu'ils avaient appris à l'école. Et donc parfois, ils peuvent tomber, sur une forme de révisionnisme, mais qui parfois est encouragée par certains responsables politiques, notamment d'extrême droite, qui diffusent sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Facebook, parce que Facebook reste un réseau social qui est la prisée aussi de ces éléments de désinformation-là. Il y a beaucoup de vues qui sont faites sur des comptes d'extrême droite et qui encouragent cette forme de révisionnisme et qui disent au fond, mais la Russie a raison d'envahir l'Ukraine, que l'Ukraine a tort de résister parce qu'ils reprennent exactement les éléments de propagande de la Russie. Donc ça, c'est très prégnant, notamment sur Facebook et sur les comptes d'extrême droite. Oui. Alors on suivrait TikTok finalement, mais on ne suivrait pas les cours qui sont estampillés par l'éducation nationale et qui seraient des cours en fait pour tous les Français, qui seraient des cours d'histoire où les périodes de l'histoire seraient enseignées et où on rejetterait par exemple la colonisation, où on rejetterait la Shoah, où on rejetterait certaines périodes de l'histoire. C'est cette ambivalence-là, cette plutôt dichotomie qui existe chez les jeunes qui est très prégnante, je trouve, aujourd'hui. Oui, parce que finalement, maintenant, les jeunes peuvent s'éduquer, s'informer seuls, à partir de leur seul téléphone portable. C'est-à-dire que vous avez d'abord effectivement des cours que vous allez avoir à l'école sur ce que vous avez mentionné. Et puis ensuite, quand il va rentrer chez lui, il va passer peut-être 2-3 heures sur TikTok. Et peut-être que tout ce qu'il a appris va être remis en cause avec des vidéos qu'il va voir. Donc ça, c'est un enjeu aussi de la part de la profession de journaliste, mais aussi de l'éducation nationale pour essayer de leur faire comprendre la part des choses et de leur dire au fond, attention à ce que vous regardez, attention à ce que vous lisez et faites confiance un peu aux enseignants. Alors justement, c'est ma dernière question. Si on en fait ce constat-là aujourd'hui, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui sont méfiants face à l'information, est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité aussi, nous journalistes ? Parfois, oui, c'est vrai, et on a tous une part de responsabilité dans cette défiance-là, mais je pense que la meilleure réponse à apporter à cette défiance-là, c'est le terrain. C'est d'aller au contact des gens, de leur donner le micro, qu'ils puissent s'exprimer. Et alors bien sûr, parfois les échanges sont vifs, mais c'est aussi à nous de leur dire comment on travaille. Et comment on travaille, c'est en allant voir les gens, c'est en allant vérifier les informations là, et c'est comme ça qu'on va lutter contre cette défiance. Cette défiance, elle a grandi au fur des années, et notamment depuis les Gilets jaunes, notamment contre BFM TV. Mais nous, notre job, c'est d'aller voir ces gens-là, de pouvoir leur donner la parole aussi, parce qu'ils ne sont pas muselés et on n'est pas muselés. Notre job, c'est de pouvoir vérifier cette information-là et d'être toujours au contact de ceux qui pensent que parfois on est malhonnête, mais non, on ne l'est pas, parce qu'on fait un travail. Et moi, je peux en parler, en tout cas en témoigner pour ma propre pomme. Je sais que je fais un travail qui est vérifié parce que j'ai reçu des réflexes, des apprentissages. Donc c'est notre job de pouvoir, au fond, le montrer aux gens et le démontrer aux Français, malgré cette défiance-là, c'est vrai, qui est très grande en France. Anthony Lebos, merci mille fois d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter sur BFM TV. On salue votre GRI, journaliste reporter d'Images, qui était avec vous. Maxime Deveau, et je salue aussi Philippine David, Clément Gredonnet qui m'ont accompagné. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Frédéric Leclerimoff, qui est mon collègue qui est mort pendant qu'il couvrait la guerre en Ukraine et qui a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume par le président de la République. Voilà, je voulais lui rendre hommage aussi aujourd'hui. On pense fort à lui, à sa famille. Merci beaucoup, Anthony Lebos, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Félure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes auteur, compositeur et interprète, et j'ai le plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, car vous étiez venu déjà avec votre comparse, en effet, avec Andro, ouais. Pour la sortie donc là de votre titre Enfant joue seul, qui est réalisé aussi avec Andro, votre binôme. Avant d'en parler, je vous propose qu'on regarde un extrait du clip qui sort demain. L'enfant regarde les gens. Comment ils font les gens pour avoir l'air si léger? Est-elle vraie la légende qui dit bonheur se passe ensemble? Quand l'enfant regarde les gens, ils sont se dérober les jambes sous le poids compris les genres. L'enfant regarde les gens comme des étrangers. Auprès de la masse ne sait s'épancher. Toutes ses pensées qu'il sent l'étrangler.
Qui lui dira où il peut les ranger? Nulle part. On voit en fait les salles de classe de l'école Diagonale où vous avez été professeur de philo, vous avez tourné le clip. Un grand moment pour vous et pour les élèves? Ouais, bah c'était là je viens d'arrêter de donner des cours, donc c'était une belle manière de boucler la boucle, de terminer l'histoire en tournant ce clip avec mes élèves dans nos salles de classe. Donc c'était particulièrement touchant, en effet. D'autant plus touchant que en fait ce titre Enfant joue seul met en avant, et on le dit, un titre pour valoriser les neurodiversités. Vous aviez envie aussi de mettre en lumière les divergences. Déjà c'était un pari parce que c'est pas vraiment l'image qu'on pourrait avoir d'un rappeur qui parle de ça. Et en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit ici à la rédaction. Je voulais vous faire réagir là-dessus. Et puis ensuite, j'imagine un moment très fort aussi avec eux, de tourner le clip là-bas, pour parler aussi de cette divergence qui existe, qui est la pluralité et qui est belle et qu'on doit chérir. Bien sûr. Bah après, sur le fait d'aborder ce thème dans le rap, j'ai l'impression que le rap de plus en plus s'ouvre et donc est de plus en plus sujet à traiter des thèmes comme celui-ci. Donc il me semble qu'il y a de plus en plus de choses sont dites à travers cette musique et sont abordées par là. Et pour ce qui est des élèves, c'est vrai que c'était un moment, je pense, important. Parce que l'école Diagonale a fait des neurodiversités une de ses spécificités. Donc c'est pas l'unique spécificité de l'école, mais il y a beaucoup d'élèves qui sont qui ont des TDAH, qui ont des TSA, qui sont HPI ou HPE. Et qui donc ont une expérimentation du monde qui est vraiment particulière et qui est parfois dramatique, qui est parfois très douloureuse. Donc ça a été un honneur de mettre en lumière finalement toutes ces souffrances dont j'ai été témoin au cours de ces années d'enseignement. Ces souffrances et ces talents aussi, vous en avez parlé ici, parce que c'est souvent des enfants qui sont extrêmement talentueux et qui juste n'ont pas forcément soit l'accès à la communication comme on l'aurait de manière peut-être plus traditionnelle ou classique, je ne sais pas utiliser le bon terme. Vous aviez envie de mettre en avant, pourquoi ça vous tenait à cœur à ce point aussi de travailler avec ces enfants-là ? Je dirais que c'est à titre personnel, moi je peux être touché par ce phénomène et en réalité. Pourquoi c'est ce que vous avez ressenti aussi quand vous étiez plus jeune ? Oui, et puis j'ai eu des différents diagnostics au cours de mon existence par différents psychiatres. Mais c'est aussi les élèves avec lesquels finalement j'ai eu le plus d'affinité. En fait, les élèves avec lesquels j'ai eu l'impression de partager le plus de choses. Donc j'ai des élèves qui étaient vraiment dans des situations de souffrance terribles et qui du coup cherchaient autour d'eux finalement des gens avec qui la partager. Et donc il me semble que c'est les moments avec le plus d'intensité finalement dans mon histoire de professeur. Ces moments où il y a eu des pas des confrontations justement, mais des échanges avec des élèves qui étaient touchés par cette diversité-là. Oui, puis rien de plus précieux que d'avoir un professeur, en plus de philosophie, qui vous comprend, qui aussi peut-être a vécu ces moments un peu incertains, de doute, d'incompréhension, de ne pas savoir comment se positionner, se placer par rapport à un groupe, par rapport à une école, à un apprentissage. Donc c'est un lien qui est particulier aussi. Est-ce que c'est ce dont on aurait besoin finalement dans toutes les écoles françaises ? Alors, ce serait un peu présomptueux de dire ouais, on a besoin de moi dans toutes les... Peut-être pas vous, mais de cette relation-là. Mais je pense, oui, dans la relation d'enseignement, il me semble qu'il y a une nécessité, il y a quelque chose qui manque terriblement à l'école et dont plein d'élèves se plaignent, c'est cette incapacité à se projeter dans le professeur. Et il me semble qu'il faut qu'il y ait une certaine ressemblance finalement entre l'élève et le professeur pour que la relation soit entièrement fertile. Puisque c'est en réalité Platon il parle de ça dans la figure de Socrate, c'est ce qu'elle incarne, c'est-à-dire que en fait à travers l'enseignement il y a une forme de désir. Alors c'est pas un désir au sens évidemment sexuel du terme, mais c'est-à-dire qu'on s'identifie dans le professeur et à travers le professeur on va désirer finalement la connaissance vers laquelle il va nous tirer. Et donc il y a besoin de cette identification à un moment donné, il y a besoin de cette proximité, je dirais, pour que l'enseignement soit pleinement... Vous l'avez vécu, vous, en tant qu'élève ? Vous avez eu un professeur comme ça qui vous a marqué ? Oui, bien sûr, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein dans différentes classes, mais il y a des professeurs avec lesquels je suis encore en contact. Mon professeur de philosophie de terminale, quelqu'un avec qui on est toujours en contact. Il comprend vos textes, vos chansons ? Alors mes chansons personnelles je sais pas trop, mais les vidéos TikTok par exemple il avait repartagé. Il y a des élèves à lui qui, ça m'avait beaucoup touché. Il l'avait fait sans me le dire, mais des élèves à lui nous ont envoyé des vidéos en disant
qu'on était présenté en cours de philosophie par mon professeur. On peut le nommer, le professeur? Bien sûr, c'est Damien Gérard. Question, Guillaume. Oui, tout à fait. Vous parlez de ce transfert, de ce désir qu'il faut entre celui qui apprend et celui qui fait apprendre. Mais on a reçu ici un réalisateur autour du film sur la question de l'homosexualité, de l'homophobie à l'école et sur la question du rôle modèle. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que le professeur ait une carapace? Parce que par exemple, un professeur qui parlerait ou qui montrerait qu'il a ses neurodiversités, ça peut être une source d'inversion de valeurs, de victimisation aussi. On a le sentiment parfois que les profs, il ne faut pas qu'ils en montrent trop d'eux aux élèves. C'est une très bonne question. J'aurais tendance à infirmer dans un sens et à confirmer dans l'autre. C'est-à-dire, par exemple, notamment sur les enjeux politiques, j'ai toujours voulu défendre tous les points de vue. C'est-à-dire justement dire, je ne suis pas là pour influencer finalement ni vos votes, ni vos opinions politiques, mais pour vous montrer qu'il y a une pluralité de discours possible. Mais il me semble que dans une dimension morale, il faut plus de fermeté. Mais sans mettre au... Parler de l'homophobie à l'école, mais il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, où des élèves ont revendiqué être homophobes en classe, très simplement, sans virulence, juste en disant non, mais on n'aime pas les homos. Et là, il me semble qu'une certaine neutralité n'est pas possible. C'est-à-dire que là, avoir une carapace et dire non, mais c'est une opinion, de la même manière que si quelqu'un dit on n'aime pas les noirs, on peut pas dire c'est une opinion. En fait, on rentre dans un délit. En fait, on rentre dans un délit. Donc là, la carapace doit tomber. Et il me semble que c'est un rôle citoyen aussi, l'école. Oui, c'est ça. Former les citoyens. Il me semble qu'il y a une nécessité finalement de s'investir. Après, on peut toujours dresser des barrières sans réellement se dévoiler. C'est-à-dire que dans le cadre de l'homophobie de mes élèves, je leur ai tout simplement demandé, mais moi, vous m'aimez bien? Ils m'ont dit, bah oui. Je dis, mais vous savez ce que je fais le soir? Vous savez ce que je fais quand je suis... Enfin, vous savez qui j'aime? Et ils disent, bah non. Je dis, bon, alors... Donc en fait... Posez-vous la question, du coup, je n'ai pas dit ce que je faisais. C'est-à-dire, je n'ai pas dévoilé ma sexualité auprès de mes élèves. Mais je leur ai dit, bon... je me suis mis justement dans la situation pour leur dire... il me semble que je me suis investi personnellement dans la situation, ce qui a permis de donner plus de valeur aux arguments que j'allais défendre derrière. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'était peut-être un peu alambiqué. Très clair. Alors passons sur le rap, parce que c'est quand même en dehors de votre activité de professeur de philo. Donc vous êtes rappeur, je disais, notamment en binôme avec Andro, qu'on avait reçu aussi sur ce plateau. Vous avez sorti un recueil, un EP, donc, dans lequel vous reprenez les célèbres poèmes en rappant. Rimbaud, Apollinaire, Hugo, Baudelaire ou encore Verlaine. Alors allier rap et Apollinaire, c'est une démarche poétique ou c'est... une démarche pour toucher les plus jeunes? Je dirais que c'est les deux à la fois. Moi, je suis arrivé au rap par le biais de l'écriture. C'est-à-dire, d'abord, j'ai lu des gars comme justement ceux que vous avez cités, avant de commencer à écrire du rap. Et il y a dans leurs textes toutes les figures de style nécessaires pour un bon rap. Donc il y a quelque chose d'assez logique et c'est quelque chose que je suis pas le seul à revendiquer. Hein, c'est quelque chose que de nombreux rappeurs mettent en avant, c'est-à-dire que le rap est en réalité l'héritier de la poésie française. Donc il y a quelque chose qui me semble tout à fait naturel en fait, à les mettre en musique. Et dans une autre mesure, évidemment, c'est aussi une manière de remettre en avant des textes qui sont absolument sublimes et trop souvent oubliés ou méconnus. Et on a eu beaucoup de commentaires qui nous ont énormément touchés, où des personnes disent qu'ils comprennent mieux le sens, en réalité, du texte une fois mis en rap, puisque c'est une prosodie à laquelle ils sont habitués, puisque c'est des sonorités, on fait ressortir certaines sonorités dans le texte auxquelles ils sont habitués. Et donc c'est aussi une manière, oui, de réactualiser, si on peut se permettre de dire ça, modestement, ces textes sublimes. Mais pas modestement, vous allez voir, effectivement, c'est très réussi. Regardez, l'Albatros Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches. Comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant
l'empêche de marcher. Félix, il n'y a pas, enfin Félure, pardon, parce que votre prénom c'est Félix, il n'y a pas donc un rap, il y en a plusieurs. Le rap n'existe pas depuis quelques années, il existe depuis bien plus longtemps, que ce soit en France ou ailleurs. Et pour autant, et il plaît énormément, et pour autant, on ne le voit pas assez, ce rap, présent, notamment dans les émissions de télévision, 8 heures de la musique. Évidemment, hein, ils étaient là, Aurel Sadenko, et on les adore, Grand Corps Malade, etc. Mais c'est vrai que on a l'impression que les rappeurs ne sont pas assez représentés. Pourquoi, selon vous ? Je dirais que c'est des mécaniques sociologiques. J'ai un ami qui faisait ses recherches sur le financement de la musique par les services publics. Et la musique qui coûte le plus d'argent à l'État, c'est la musique qui est la moins écoutée, c'est l'opéra. Et il me semble que se répercute sur le rap cette même logique, c'est-à-dire que dans les cercles décisionnaires, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans les maisons de disques, je pense que les individus n'écoutent pas particulièrement du rap. De la même manière que les ministres n'écoutent pas de rap et ont plus tendance à écouter de l'opéra d'un point de vue statistique. Et donc j'ai l'impression que le rap... Sur les plateformes de téléchargement quand même, les premiers ce sont les rappeurs. Ah oui, c'est la musique la plus écoutée en France, il n'y a pas de doute. D'un point de vue numérique, c'est la musique la plus consommée. Mais les individus qui détiennent finalement les décisions et qui peuvent accorder ou des prix ou des récompenses ou de la visibilité ou des financements publics, finalement se tournent rarement vers le rap. Alors de plus en plus, il faut quand même reconnaître que de plus en plus, dans les victoires de la musique, le rap est de mieux en mieux représenté. Il y a quand même énormément d'aides fournies par l'État, mais quand on voit l'argent que coûtent d'autres types d'art, comme le théâtre par exemple, où je reprends l'exemple de l'opéra, quand on voit concrètement l'argent que ça coûte à l'État et la population que ça concerne, d'un point de vue purement sociologique, quels sont les individus qui vont à l'opéra dans la société, on se rend compte qu'il y a un problème de répartition des richesses, j'aurais tendance à dire. Donc, j'aurais tendance à dire que la faible représentation du rap, elle est expliquée, puisque c'est une musique à la base populaire, consommée maintenant c'est consommé par tout le monde, mais à la base par des populations, par des classes sociales plus populaires, et donc elle souffre encore de cela. Mais j'ai l'impression, je crois que c'est en train de changer. C'est clairement en train de changer puisque le 11 mai, on pourra participer ou en tout cas assister aux Flammes, qui est qui récompense en fait, c'est en gros les victoires de la musique, mais pour le rap, justement, qui récompense au Théâtre du Châtelet à Paris les plus grands rappeurs, ou en tout cas tout ce qu'on appelle la musique, les cultures populaires. On appelle ça comme ça, musique urbaine. Ouais. Vous y serez ? Alors, on m'a pas invité, mais si on m'invite, j'irai avec plaisir. Et c'est vrai que en fait, le rap fait ça depuis des années, puisqu'ils n'obtiennent pas la reconnaissance des institutions dites légitimes, avec des guillemets. Ils ont créé leurs propres institutions, que ce soit des médias, comme tous les médias spécialisés dans le rap, qui finalement, puisque les médias ne diffusaient pas leur musique, ont diffusé leur propre musique, la musique de leur culture. Et comme ces événements-là, oui, c'est une manière de s'émanciper finalement des institutions officielles, et c'est quelque chose qui est fondamentalement positif. Merci beaucoup à Félure d'avoir été avec nous. Alors la mixtape qui vient de sortir, le CD, c'est en septembre ? Ouais, c'est la mixtape qu'on a sortie en septembre, et on se lance dans un nouveau cycle avec les singles qui arrivent. Super. On le retrouve partout ? Partout. Téléchargement partout. Ouais. Sur notre site, vous pouvez même l'acheter en physique. Il est disponible partout. Génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On salue Andro qui est avec vous, votre binôme, Il peut pas être là aujourd'hui, mais on pense à lui. Voilà, qu'on salue. Félure et Andro. Merci beaucoup. Le CD, merci beaucoup d'avoir été là. Chaque semaine, on donne la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé ce que représentait la majorité pour eux. Regardez. La majorité, pour moi, une certaine liberté, comme une certaine limite aussi. Une liberté puisque du coup on est plus libre vis-à-vis de nos parents, mais aussi une certaine limite dans le sens où là nos actes seront vraiment jugés par rapport à ce que nous faisons. Une libération, c'est quelque chose qui nous libère de, entre guillemets, l'emprise de nos parents. Vu qu'on est adulte, et c'est là où on prend réellement conscience de nos actes.
un moment crucial de notre vie pour prendre sur nous et les responsabilités qu'il faut. Oui, une certaine liberté quand même de se dire on peut rentrer tard le soir, on peut sortir avec des amis sans trop de limites. Une libération, c'est vraiment le terme associé à la majorité. Oui, on sent quand même aussi un peu plus grand, on essaye de prendre plus sur nous, de faire plus attention. Responsable pour moi, c'est devoir faire tout ce que nos parents faisaient pour nous, mais pour soi-même, qu'on fasse nos papiers administratifs nous-mêmes, qu'on trouve un travail nous-mêmes, qu'on s'occupe tout ce qui est de la famille, nous-mêmes, le ménage, la nourriture, tout ça, c'est plus être sous la tutelle des parents. Je trouve que ça serait bien qu'à l'école, justement, on nous initie à ça, qu'on nous apprenne les démarches administratives, on va dire. Puisque sinon, on doit se débrouiller par nous-mêmes, et pour les personnes, malheureusement, ne possédant pas de parents ou de personnes pouvant leur expliquer ça, c'est très compliqué à gérer. C'est drôle de voir la différence de point de vue, non, Félure, entre ceux qui prônent la liberté et qui disent la majorité, enfin, ça y est, waouh, j'exulte. Et puis ceux qui se disent, ah oui, non, mais attends, il va falloir que je te croule. C'est ce que disait d'ailleurs Guillaume Ouattara pendant qu'on regardait le film. Oh, c'est un petit peu la même chose, en fait. Ils mettent en avant la même chose, c'est-à-dire que il y en a un qui met en avant la responsabilité et l'autre qui met en avant la possibilité de faire des choses. Mais il me semble que les deux vont nécessairement ensemble, que la liberté, au sens propre du terme, c'est être responsable de soi. C'est le statut historiquement, historiquement, il y a l'esclave et il y a l'homme libre. Et donc l'homme libre, c'est celui qui n'appartient à personne d'autre et donc qui est responsable de lui-même et donc qui s'expose à pas mal de risques, qui n'a la protection de personne. Ça me donne envie de refaire de la philo. Oui, ou alors de rester enfant, au choix. Chacun son point de vue. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. J'allais dire les enfants, ils sont grands quand même, mais d'avoir répondu à cette question justement sur la majorité. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Si tu veux bien, on va parler, c'est la dernière partie de l'émission. Oui. On parle de l'école d'aujourd'hui. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui, sur l'école ? Je suis triste. En fait, je suis un petit peu pessimiste parce que je m'aperçois qu'en manque de personnel, que les professeurs sont pas assez valorisés, même au niveau du salaire. Je comprends pas que les gens qui gèrent l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire qui gèrent nos enfants, ne soient même pas payés aussi bien qu'un médecin parce qu'en fait c'est eux qui gèrent l'avenir, c'est quand même les enfants qui vont gérer le pays demain. Donc tu penses s'il y avait quelque chose à changer pour l'école du futur, c'est la rémunération des enseignants? Je dirais qu'il faudrait les valoriser à ce niveau-là parce qu'il faut qu'ils aient des moyens, qu'ils se sentent motivés, parce que du coup quand on est quand même, je suis désolé, hein, si t'as pas de sous t'es pas motivé, si t'as des sous t'es motivé. Oui. Donc ça serait ça, de rajouter, en fait ça devrait être une priorité du gouvernement de développer des budgets pour l'éducation. L'éducation, c'est la chose la plus importante. On le voit depuis la nuit des temps. L'éducation, c'est ce qui fait qu'on va devenir quelqu'un, qu'on va changer le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué à toi, que tu voudrais qu'il y ait dans l'école maintenant ? Je trouve que j'ai eu de la chance. Moi, j'avais des bons professeurs. Après, peut-être que j'étais quelqu'un de docile. Mais après, moi, j'avais une bonne éducation. J'avais des grands-parents qui avaient des bonnes valeurs, qui me racontaient toujours ce qu'ils avaient vécu, qui avaient voyagé. Et après, j'avais des parents qui étaient un peu plus ignorants, mais qui étaient quand même... qui avaient été quand même éduqués à la dure, donc ils étaient quand même un peu... Mais moi, j'avais des grands-parents qui avaient des grandes valeurs. Des deux côtés, j'avais des grands-parents que je trouvais hyper... En fait, ton éducation, c'était celle de tes grands-parents, quoi. Ben ouais, parce que je les idolâtrais. Et en fait, ils avaient des valeurs de ouf, ils ont connu des guerres, et puis en fait, ils avaient ce truc, il faut rester smart, il faut pas mal parler aux gens, il faut respecter tout le monde, quel que soit le niveau de la personne, il faut la respecter, faut ne jamais écraser les gens, même si tu deviens quelqu'un, même si tu dois toujours remercier tout le monde. Ils étaient toujours dans ce truc, essayer de faire toujours du caritatif, essayer toujours d'être dans le don de l'autre, rien attendre des autres, toujours être gentil. La politesse, Parfait, quoi. Il fallait toujours être parfait. Je repasse ta chemise, que tu aies de l'argent ou pas, tu dois être impeccable, laisse un souvenir impérissable aux gens. C'était toujours ça. Toujours ça. C'est lourd quand même à porter. Mais non, parce que j'ai appris à toujours être impeccable, à repasser mon t-shirt, à pas être trop à l'arrache, à toujours être arrivé près chez les gens. Tu vois, tout à l'heure, la maquilleuse, elle me dit, vous êtes maquillée? Je dis, oui, parce que moi, je suis prêt, quoi. Je vais tout apprendre alors. L'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, j'espère que ce serait une école où les professeurs sont moins débordés, où il y a beaucoup plus de structure, où on apprend enfin à l'école des choses
dois connaître dans la vie, parce que moi, quand je suis parti de l'école, je me suis retrouvé, je savais même pas poster un papier, gérer mes impôts. Des choses pratiques, quoi. Bah ouais, je suis désolé, attends, mais on apprend tous sur le tas. Je suis assez d'accord, ouais. On doit faire du par cœur à l'école sur des trucs qu'on comprendra jamais, ouais. à part qu'ils vont nous donner un bagage peut-être de culture ou de machin. Mais aujourd'hui, on sort de l'école, on sait rien, quoi. Moi, je vois mes frères et sœurs quand ils sont sortis de l'école. Moi, j'avais déjà commencé à travailler. Ils étaient Donc c'est toi qui les aidais? Mais ils étaient paumés. Bah, je les ai pas aidés forcément, mais c'était que je les voyais prendre des décisions. Je me disais, mais les pauvres, quoi. Ils ont aucune arme. Moi, c'est parce que j'étais parti, que j'avais travaillé, que je m'étais mis avec mon mec et tout, que j'étais... Mais je trouve ça horrible. Tu finis des études, des fois, à 25, 26, 27, et tu sais pas te débrouiller, quoi. Je sais pas. Donc, moi, je dirais... Avoir des matières plus pratiques. Les matières plus administratives, en fait. Voilà, et puis peut-être enlever les téléphones pour qu'ils puissent être un petit peu plus concentrés, parce que bon, bah, des fois, quand tu vois qu'ils sont déjà en train de snapper alors qu'ils sont dans une salle de classe, moi, je comprends pas ça. Moi, je comprends pas. Mettre le téléphone à l'entrée de la classe, quoi. Le téléphone, c'est quand tu gères des trucs, que tu es adulte. En fait, il n'y a pas besoin quand tu es enfant. Moi, j'ai été élevé naïf, j'avais pas de téléphone, j'ai eu mon premier ordinateur à 25 ans, je te jure. Et j'étais... Ça, c'est impossible maintenant. Mais ouais, mais je te jure, t'es élevé, t'es naïf, tu construis ton imagination, t'es avec tes copains, t'as pas besoin, ça fout du stress. Et regarde, ils se harcèlent, ils sont sur Instagram à montrer leur cul. Non, franchement, ça sert à quoi? Alors, je suis peut-être un peu réac, mais... Non, mais c'est surtout que tu pourras pas revenir là-dessus. Oui, mais à cet âge-là, tu te souviens, toi, Ah bah oui, on n'avait rien de tout ça. On n'avait rien de tout ça, on kiffait, ou alors on avait le portable où on jouait au serpent. Oui. Voilà. Mais en fait, on était bien, on n'avait pas de névrose, on grandissait normalement, on était naïfs. T'arrivais à 20 ans, t'étais bien. Eux, ils arrivent à 20 ans. Moi, je vois maintenant des gens, j'en rencontre beaucoup, parce que dans des événements, il y a des influenceurs, ils ont 18 ans. Ils ont tellement conscience de tout, de leur image, de l'argent, du sexe, de tout. En fait, c'est des adultes qui ils font des crises à 20 ans que toi, tu feras à la trentaine. Genre, c'est trop triste. Ils sont déjà cyniques, ils sont déjà... Tu penses que ça les prive de leur naïveté, leur insouciance? Mais oui, mais bien sûr que oui. Ça de faire leurs expériences, quoi. Ça enlève énormément de moments de bonheur. Et le bonheur, je peux te dire qu'à l'époque qu'on vit, c'est la seule chose qui nous reste qui n'a pas de prix, quoi. Plus de téléphone et instruction de matière administrative. Quand on entend ça, j'ai l'impression que je suis un vieux. Non, c'est juste que je me dis que c'est très difficile de faire marche en arrière là-dessus, quoi. Mais non, il suffit juste qu'aller à l'entrée de l'école, tu laisses ton téléphone. Des fois, il nous arrive d'aller dans des événements où on doit laisser le téléphone à l'extérieur. Oui. Eh ben, ça serait pareil. Regardez, on n'a pas de téléphone. On n'a pas de téléphone, non. Non, mais je trouve que c'est très important. Et en fait, l'enfance, quand il se construit, c'est très important. En tout cas, nous, c'est déjà la fin de l'émission. Oh, c'est passé vite. J'ai trop parlé, non? Non, pas du tout. Ah bon? Pas assez, même. En tout cas, on m'a rien dit. Hein. J'ai pas eu ah, de bon, ça va alors. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. On rappelle, il y a ton livre. Oui. Et puis, le théâtre. Le théâtre, dans Cougar qui peut. Merci beaucoup. Hein. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Vous accueillez des jeunes, donc d'âge collège, des lycéens. Il y a aussi des adultes en formation professionnelle dans certaines MFR? Oui, complètement. Il y a aussi des adultes. Mais alors eux, ils n'habitent pas sur place. Ils viennent pour la partie formation, là. Alors, ils peuvent, tout dépend des maisons aussi, qui ont des hébergements collés, mais sinon, souvent, ils sont en proximité de l'établissement, mais ne dorment pas. Et oui, ils font de la formation. Alors, on appelle ça de la validation des acquis, de la VAE, ou alors, ils font aussi des formations. Là, on avait créé une à Cerisy qui s'appelle compositeur végétal, et il y avait des gens qui avaient entre 20 ans et 45 ans. Compositeur végétal, c'est pour devenir fleuriste, c'est pour devenir décorateur? Non, c'est accompagner le chargé d'affaires lorsqu'il va chez les clients, et notamment sur la palette végétale. C'est un vrai connaisseur, un technicien du végétal. Alors, c'est du paysage? C'est du paysage, d'accord. Compositeur. Ok. Ouais. Donc, on peut être aussi à l'initiative de création de formation. Ouais, le réseau, étant donné qu'on est aussi dans toute la France, dans nos domaines. Vous êtes super bien placé pour comprendre aussi les besoins des employeurs. Exactement. Bah oui. C'est ce qui compte en lien avec nos jeunes qui sont là-bas en stage, et puis aussi nos formateurs qui vont faire de la veille professionnelle et technique avec ces différentes visites qu'ils font lorsqu'ils vont voir les jeunes. Pierre, si je suis parent ou si je suis jeune, je regarde School TV, je vous écoute, je dis ça a l'air génial. Admettons que je ne connaisse pas les maisons familiales rurales et que je ne suis pas spécialement dans un milieu rural et je rêve d'y aller. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce que vous allez me dire... L'envie du jeune.
l'envie Je pars du principe que le jeune doit avoir envie de se former, avoir envie de découvrir le monde du travail, gagner en maturité. Et puis, dans nos 4e, 3e, c'est aussi l'estime de soi et la confiance qu'on redonne. Donc, si vous avez votre jeune dans ces conditions, qui ont envie de grandir peut-être plus vite ou qui gagnent en maturité, confiez-les aux maisons familiales. Vous verrez, c'est un mouvement qui fonctionne. Le salon de l'agriculture ouvre littéralement demain, 25 février, 5 mars, pour ces dates très précises. Et là aussi, l'agritech va être mise à l'honneur cette année, notamment avec vos actions, celle de la ferme digitale. Justine, 6 ans d'existence pour cette ferme digitale, 113 startups adhérentes, c'est 2000 métiers de l'agritech et de la foodtech en tout. L'objectif de la ferme digitale, c'est avant tout de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. C'est très beau dit comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'au sein de la ferme digitale, on essaye de regrouper tous les univers, donc il y a 9 univers en tout, qui vont permettre d'apporter des changements pour l'agriculture de demain, que ce soit au niveau des agtech, de la robotique, des sujets du carbone, des biotech, des nouveaux modes aussi de production. De nouveaux agriculteurs sont en train d'émerger avec de nouvelles formes de production. Donc c'est vraiment d'arriver à faire se parler déjà tout cet écosystème riche de start-up qui se crée aujourd'hui en France et d'arriver à les faire croître pour faire émerger les licornes de demain qui vont permettre de faire sortir des solutions concrètes disponibles pour les agriculteurs et pour leur permettre de réaliser une transition agro-environnementale. Donc c'est tout l'enjeu de l'association, c'est de mettre en avant ces projets, de les rendre visibles et de les faire travailler entre eux pour qu'on soit beaucoup plus performants en travaillant aussi avec des partenaires comme des écoles notamment. Comment a commencé l'aventure ? En 2015, avec une très belle envie de créer un espace d'union, de partage, d'intégration à travers la musique. Donc voilà, c'était le 25e anniversaire de l'AFE et on s'est dit on va proposer ce beau cadeau de montrer l'excellence du réseau avec un projet musical où on pouvait réunir des jeunes de plusieurs pays et être dans le partage du français et de la musique. Ça a tout de suite matché, Rosen, avec l'AEFE, c'était justement dans l'ADN. Alors, c'est un projet, Adriana l'évoquait, c'est un projet qui initialement est un projet local, qui est initié sur Madrid, mais les bonnes idées remontent toujours, effectivement, et ça se sait très vite. Donc, c'est un projet qui ensuite s'est étendu à l'Europe, donc aux élèves, effectivement, musiciens et francophones, francophiles de nos établissements. Et puis, c'est devenu un orchestre mondial, avec, effectivement, ce point d'orgue qui est le temps du concert, mais ça engage, effectivement, énormément de temps en amont. Donc ce sont des musiciens et puis moi j'y ajouterais assez rapidement aussi le fait qu'on y a adjoint des chœurs. Ouais. Donc on a vraiment des chœurs et une chorale qu'on mobilise dès que c'est possible. Alors c'est vrai qu'on est à la 9e édition aujourd'hui, donc avec un déploiement mondial et des élèves qui sont de l'ensemble du réseau. Étaient évoqués les 68 élèves qui seront présents cette année. Ouais. De la 6e à la terminale, qui sont issus de 33 pays. Et il y a quand même eu, dans mon souvenir, 300 candidatures pour participer à cet événement. Ça devient un événement, c'est un événement du réseau. On a comme ça dans l'année des événements qui fédèrent l'ensemble des établissements. L'OLFM, l'Orchestre des lycées français du monde. On peut en citer d'autres, justement. Nous avons la semaine des lycées français du monde. Nous avons ambassadeurs, ambassadrices en herbe, par exemple, qui sont autant de projets qui fédèrent aussi des élèves sur des temps, qui engagent un travail en amont et qui fédèrent les élèves sur un temps particulier de l'année. À l'heure de la récré, vous nous emmenez aux États-Unis ? Découvrir une prof pas comme les autres. Exactement. Alors, elle s'appelle Tatiana Erukimova. Et comment vous dire, cette prof, elle est tout simplement géniale. Je sais pas vous, moi, j'étais pas très bonne en physique-chimie. On va passer rapidement. Voilà. Continuez. Donc, elle a une manière très, très particulière d'enseigner la physique-chimie. Et vous allez voir, ses cours sont de véritables shows à l'américaine. On regarde. So, I need boiling water. All right. It's hot water. Oh, hot water there. Let me see. Yeah, it's hot. What do you think will happen if I pour liquid nitrogen in this hot water?
Ouais, alors je ne sais pas si au plan pédagogique c'est super efficace, mais au plan de la captation de l'attention, 20 sur 20. Et vous êtes un des experts mondiaux de l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, on parle de quoi exactement ? C'est toujours là une bonne question qui n'est pas si facile à répondre, mais c'est concevoir de manière plus durable le système agricole et agroalimentaire de demain pour avoir moins d'impact environnemental que ça paye aux agriculteurs, par exemple, mais aussi que c'est socialement juste. Donc, c'est souvent, on parle de 3 approches différentes dans l'agroécologie. Une qui est dans une discipline scientifique, qui est par exemple utilisée beaucoup ici à l'ISRA comme dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement, mais aussi c'est un ensemble des différentes pratiques agroécologiques pour développer plus des pratiques durables. Et d'autre côté, c'est aussi un grand mouvement maintenant comment on peut transformer plus le système agricole et agroalimentaire actuellement pour avoir des systèmes plus équilibrés et solidaires et durables. En quoi cet orchestre, pour vous, Adrien, il est unique ? C'est incroyable de voir des gens qui viennent de tous les pays du monde et de voir des différentes nationalités en train de jouer une seule pièce musicale, et ça donne une énergie que vous ne pouvez pas trouver dans des autres orchestres. Une énergie différente, une énergie singulière, c'est vrai ? Une énergie différente, oui, vraiment. Parce que dans les orchestres professionnels, on peut trouver des choses très très bien jouées, mais il n'y a pas cette énergie des jeunes musiciens que c'est vraiment ce qui donne le plus l'extra. Qu'est-ce qu'il a de plus, justement, cet orchestre ? Moi, je crois que je parlais d'identité réseau. On fait venir des jeunes, effectivement, du monde entier. Ils se retrouvent à ce moment-là. Leur point commun, leur dénominateur, c'est qu'effectivement, ils sont dans des établissements français à l'étranger. Alors, on a aussi quelques élèves qui viennent d'établissements français. On a notamment le lycée de Saint-Germain, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye qui participe pour quelques-uns d'entre eux. Et je crois qu'il y a... c'est la francophonie, c'est la musique. Adriana Taneus disait la musique et le français. Oui, c'est ça. Et en fait, on a des élèves qui ont cette capacité, à un moment donné, à se mobiliser, à créer une identité, à faire sens et à profiter du moment présent. Félure et Andro, les petits génies du rap, voilà. Le CD qu'il faut acheter, oui, c'est vrai, non ? On peut dire petit génie ou pas ? Grand génie. Si on rentre dans les détails, le terme génie Vous pouvez pas ? Non. Les doués ? Le terme génie, il y a une prédestination. Ça présuppose que c'est déjà indépendant de notre volonté et que certains sont prédestinés à le faire et d'autres ne le sont pas. Donc j'aurais une vision plus existentialiste. Je dirais que c'est plus de l'autodétermination. Claire, tout de suite, ça impose. Hein. Ouais, voilà. On se dit tout de suite, bon, ok, je vais écouter l'album. Les travailleurs du rap. C'est Jazzy Bass qui disait ça, un rappeur qui disait alors j'ai plus la formulation exacte, mais qui disait finalement c'est une insulte pour mon travail de dire génie, puisque je passe mes nuits à travailler. Je comprends. Et que c'est pas juste quelque chose d'inné qui sort de moi sans rien faire. Vous l'aurez compris, moi je le dis justement par pure sympathie et émotionnellement parlant, parce que je trouve ça vraiment très fort. Et donc je me dis effectivement, le travail combiné quand même au talent. Alors le talent, est-ce que c'est déterminisme ou pas ? Alors, je ne sais pas. On pourra en discuter. Voilà, mais bon. En tout cas, le CD, voilà, Félure et Andro, je vous conseille d'acheter rapidement. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Le Grand JT, vous le retrouvez en replay, bien sûr, sur schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Raphaël Morel. Merci mille fois. Au son, Saïd Mamou. Laure Audemont pour le maquillage. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. On embrasse tous. Merci Guillaume. Merci à vous, Virginie. Bonne soirée à tous. Ciao.